Merci, cher Xavier. Merci aux organisateurs pour leur invitation à cette occasion de venir à Nantes parler d'un Rennais qui est Pierre Évin. Donc bravo aux Nantais pour l'initiative. D'un point de vue intellectuel, toutefois, pour moi, il y a une certaine cohérence puisque la première fois que j'ai vraiment croisé Pierre Évin, c'est à l'invitation de Guy Sopin, qui, dans le cadre d'un chantier collectif sur l'histoire sociale politique des villes de l'Ouest, m'avait demandé de travailler un petit peu sur le corps de ville et sa sociologie à l'époque moderne. Et c'est à cette occasion que j'avais pu rencontrer non seulement Pierre Évin, mais aussi les Évin, une dynastie municipale qui illustrait finalement le passage d'un monde à l'autre, ou c'est peut-être un peu exagéré de dire ça comme ça, mais en tout cas d'un modèle à l'autre, puisque Pierre Évin a été procureur syndic. C'était une fonction qui était occupée par les avocats. Par la suite, c'est des officiers plutôt présidiales qui occupent les fonctions centrales dans la municipalité rennaise. Et c'est toujours des Évins. Mais voilà, l'institution change. Donc c'était un sujet qui m'avait beaucoup intéressé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé en lien avec Guy Sopin, que je remercie encore de m'avoir initié finalement, de m'avoir lancé sur ces thématiques. Alors de nos jours à Rennes, Pierre Évin, pour revenir à lui, est un peu oublié ou peu connu. Et tout juste pourra-t-on mentionner qu'il existe une rue relativement discrète qui porte son nom dans des quartiers urbanisés au début du XXe siècle. Et c'est donc en 1906 que la rue Pierre Évin a été inaugurée, à l'occasion de l'inauguration de la construction de ce lotissement. Et il est possible de voir cette initiative, de donner à cette rue nouvelle ce nom d'un homme du XVIIe siècle. Il est possible, mais je n'ai pas trouvé de traces particulières sur ce point, d'y trouver la marque de Paul Banéat, né en 1856 et mort en 1942, qui était avocat, membre de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, et auteur en 1904 du célèbre Vieux Rennes, qui est un peu la Bible des ouvrages sur la ville ancienne, et qui, dans son ouvrage, Le Vieux Rennes, avait en particulier mis en évidence le plan de Rennes de Pierre Évin. Je note aussi que la même année, Paul Banéat était devenu en 1906 conservateur du musée archéologique. Il a aussi été président de la Société archéologique. Donc c'est une personnalité tout à fait majeure qui avait publié cette réédition du plan Évin dans son Vieux Rennes, et donc aujourd'hui, qui a été plusieurs fois réédité. Alors, il n'est pas le premier historien de Rennes à utiliser le plan Évin. Si on monte un petit peu quelques décennies plus tôt, en 1845, Émile Ducret de Villeneuve et Dominique Maillet ont publié dans ce qui est alors la première grande histoire de Rennes. Rennes a attendu les années 1840 pour avoir une réelle histoire d'elle-même publiée. Un facsimilé que vous avez ici, que je ne dévoile pas complètement, avec une datation qui est proposée vers 1665. Alors depuis cette époque, depuis en gros ce 19e siècle, la plupart des histoires de Rennes utilisent, citent et reproduisent le plan Évin, mais en général pour l'associer davantage à l'histoire médiévale, comme vous le voyez ici à travers cette diapositive qui vous montre une page de l'histoire de Rennes dirigée par Jean Meyer. Nous sommes là sous la plume de Jean Le Gay. Le chapitre, c'est Rennes au XIVe, XVe siècle. L'illustration à gauche, le plan Évin. En 2006, donc, dans l'histoire de Rennes que j'ai eu l'honneur de diriger avec Michel Denis et Alain Croix, le chapitre dirigé par Daniel Pichot sur Rennes à la fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on y trouve? Encore le plan Évin. Donc le plan Évin, qui est un plan du XVIIe siècle, est plus sollicité par les médiévistes que par les modernistes. Et ce, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, c'est un plan qui insiste énormément, et de manière très pédagogique, sur les murailles de la ville et les différentes extensions de la ville à travers l'évolution de ses enceintes. Alors, dans cette communication, je voudrais donc proposer une analyse archéologique de ce plan que je tâcherai de replacer dans un premier temps dans la chaîne de ses devanciers. Puis, et ce sera la partie principale de mon exposé, je tâcherai de faire une critique interne du document, en tout cas une approche plus archéologique, et avant de tenter, et ce sera une forme de conclusion, de replacer ceci au sein des travaux historiques d'Évin, ou en tout cas de tenter de le faire. Donc un des grands intérêts du plan Évin, c'est au fond qu'il est un des tout premiers plans de Rennes. Alors c'est pas le premier, on va le voir, mais c'est un des tout premiers plans de Rennes. C'est ce qui en fait la saveur. Et c'est vrai que si on regarde, on passe en revue un peu les représentations de Rennes. Si j'exclus la timide représentation du château de Rennes sur la broderie de Bayeux, eh bien il faut attendre le milieu du XVIe siècle, 1543, pour avoir cette première vue de Rennes dans un manuscrit destiné à favoriser les travaux de navigabilité sur la Vilaine. Donc on est en 1543, très belle représentation sur laquelle beaucoup de choses ont été écrites, qui est évidemment une représentation très politique de la ville, le beffroi au centre, etc., dans un manuscrit qui n'est pas à Rennes, qui est à Paris et qui fonctionne comme un manuscrit publicitaire, probablement comme l'a montré
comme l'ont montré certains travaux d'étudiants qui ont travaillé avec Philippe Hamon, dans le cadre de la rivalité à l'époque avec Nantes. Il s'agit de montrer quelle est la grande ville. Mais bon, peu importe, c'est pas notre sujet, ça, il y a ça, et c'est manifestement pas un plan. Ensuite, eh bien, il y a quand même ceci, c'est le plan, ce qu'on appelle le plan vu en semi-perspective d'Argentré, qui n'est pas un plan de Bertrand d'Argentré, mais qui est un plan, comme il est marqué ici, qui est dû à son fils, Charles d'Argentré, président au Parlement. Plan daté de 1616 et publié en 1618 dans une réédition de l'histoire de Bretagne de son père Bertrand. Je note quand même que Charles d'Argentré avait eu le bon goût visiblement d'épouser la fille d'un maire de Nantes. Les mariages mixtes pouvaient exister à ce niveau de la société. Le graveur est un certain Cloche qui a signé, sur lequel je ne crois pas que l'on sache grand-chose. Et le plan, appelons-le ainsi par commodité, est important car il est situé, il est placé dans la grande histoire de Bretagne de son temps, celle de Bertrand d'Argentré, avec cette affirmation que Rennes, si vous avez de bons yeux, vous le voyez, est bien la capitale de la Bretagne. Il n'est sans doute pas inutile de le mentionner. C'est donc un ouvrage d'histoire de Bretagne qui commence par une illustration de Rennes comme capitale de la Bretagne. Donc là, il y a un message qui est très clair. À une époque où la bataille du Parlement entre Rennes et Nantes est gagnée, 1618, c'est aussi l'année de la pose de la première pierre du palais du Parlement de Bretagne. Et aussi à une époque où le combat pour la prééminence symbolique entre ces deux villes s'est déplacé du Parlement aux États à travers divers conflit de prééminence dont Philippe Hamon a retracé naguère le déroulé. Alors, notez aussi que sur ce portrait gravé, on se rappellera que sur son portrait gravé, Évin est dit rival de d'Argentré, donc je me suis toujours demandé si derrière la rivalité, il y avait celle, la fameuse, la grande rivalité, mais qu'il ne pouvait pas y avoir aussi quelque chose qui relevait de la rivalité entre les deux plans, car finalement les deux grands plans du XVIIe siècle, c'est celui d'Évin et celui d'Argentré, bon, certes le fils, et donc dans une perspective qui serait une sorte de compétition énergétique entre les deux personnages, entre les deux familles, j'y reviendrai. Alors ensuite, on a un plan qui est très intéressant pour nous, mais qui n'a pas le parfum du patriotisme de Clocher. C'est un plan qui apparaît dans l'Atlas de Tassin. Nous sommes en 1634. Il est donc dénué de toute prétention patriotique. Il s'inscrit dans une série beaucoup plus large et il illustre plutôt l'essor de la cartographie d'État, l'emprise symbolique et visuelle sur le territoire. Il en existe, donc voilà, ça paraît dans quelque chose qui s'appelle plan et profil de toutes les principales villes considérables de France, parti sur la Bretagne, une vue panoramique et ce plan qui curieusement est orienté avec le nord en bas, peut-être pour des raisons liées à des raisons militaires. Hein, voilà, c'est par là qu'il faudrait prendre la ville. Il existe de ce plan une version colorisée qui a été achetée il y a quelques années par les archives municipales de Rennes, sur lesquelles ont été rajoutées un certain nombre de petites mentions et on voit très bien, notamment ici, en bas, la représentation du Parlement de Bretagne qui apparaît pour la première fois, car si je reviens sur le plan dit d'Argentré, le Parlement de Bretagne est mentionné. Rennes, chez d'Argentré, est capitale de la Bretagne et siège du Parlement. C'est parce qu'elle est capitale de la Bretagne qu'elle est siège du Parlement. Merci de bien le noter. Et le Parlement, lui, n'existe pas encore. Il n'est pas construit. Là, ça y est, on le voit émerger. Vous voyez le petit carré en bas. Hein, c'est au nord de l'Intramuros. Et vous le voyez également ici. Alors ensuite, on a une représentation qui s'inscrit un petit peu à mi-chemin entre les deux. Vous avez une représentation faite par Jolin de Rennes, voilà, qui représente pas plus le Parlement. Il en existe plusieurs versions, dont certaines colorisées. Et là encore, on est dans le cadre d'une série qui dépasse de loin la Bretagne. Hein. Il y a des plans Jolin ou des vues Jolin de tout un tas de villes, que ce soit Copenhague, Bordeaux ou Compiègne, et tant d'autres qu'Internet nous permet de moissonner autant que l'on veut. Alors, et puis là arrive le plan Évin. Et là arrive donc ce plan Évin, dont je devais donc tenter ici une exploration à partir de des exemplaires dont nous pouvons disposer en ligne, celui du musée de Bretagne. Je remercie d'ailleurs son personnel pour sa diligence, et puis aussi celui des archives conservées aux archives départementales. Et je remercie aussi Bruno Isblé de m'avoir alerté sur la mise en ligne de ce précieux document. Le titre, vous le voyez, assume pleinement une dimension historique. Hein, plan de la vieille ville ou cité, Villeneuve, ville de Rennes, sans oublier de préciser que la ville est capitale de la Bretagne, où le Parlement est bien mentionné.
Alors la ville, vous le voyez, j'espère clairement, est divisée en 3 en fonction de l'ancienneté. Hein, vous avez, après le titre, hein, vous avez, alors voilà le titre, voilà le Parlement, pardon, j'aurais dû utiliser plus pédagogiquement mon diaporama. Et voilà, vous avez la première partie, c'est la vieille cité qui va représenter, qui est orientée, qui est ici à l'ouest de la ville. C'est le A centré autour de la cathédrale, c'est la vieille cité avec une légende qui correspond. Vous avez ensuite la ville neuve, à l'est de la partie au nord de la Vilaine, avec aussi sa série de légendes, et puis une partie C, hein, qui est la partie urbanisée, enfin emmurée, la dernière au XVe siècle, avec aussi sa légende. Alors d'emblée ici, avant d'aller plus loin, de remarques, on a donc une approche qui est très centrée sur l'intramuros, car Rennes ne se limite pas à ses quartiers représentés, c'est aussi des faubourgs très importants, notamment au nord, hein, les quartiers au nord qui correspondent à l'actuelle rue de Saint-Malo, mais aussi vers l'ouest, l'actuelle rue de Brest, le faubourg L'Évêque, ne sont pas représentés. Et donc on peut se demander s'il n'y a pas là la conséquence d'un parti pris d'être très centré sur les murailles, sur lequel je reviendrai, mais peut-être aussi que ça traduit les mentalités du temps pour lesquelles la ville, c'est d'abord les murailles, c'est d'abord l'intramuros, c'est donc finalement une approche qui conduit à négliger ce qui est extérieur. Alors, néanmoins, j'ai eu cette idée, mais je ne voudrais pas peut-être aller trop loin dans cette direction d'une perception très centrée sur l'intramuros, car Évin, vous le savez, a écrit sur l'abbaye Saint-Melaine de Rennes, hein, il a fait quelques travaux sur l'abbaye Saint-Melaine de Rennes, qui se situe exactement ici, et qui est invisibilisé par la présence du blason de la ville. Et donc, voilà, si on veut mettre en évidence l'histoire de Rennes dans son antiquité, il faut sortir de la ville et des murs, il faut parler normalement de l'abbaye Saint-Melaine, et ici, il n'y a pas d'abbaye Saint-Melaine. Il y a un autre édifice qui n'apparaît pas ici sur le plan et qui est situé dans les faubourgs nord, c'est ce qu'on appelle le Vieux Saint-Étienne à Rennes, hein, qui est quand même une église extrêmement importante pour la ville et qui n'est pas non plus représentée. Donc, effectivement, la polarisation sur les murailles traduit peut-être les mentalités du temps, mais peut-être pas. Hein, voilà, peut-être pas autant que je le pensais jusque-là. Il y a peut-être des raisons internes qui poussent à réfléchir. Alors, ce qui est intéressant quand on lit la légende, c'est de voir que Évin cite les sources. Et ces sources, cher Xavier, c'est une réformation. La réformation de 1455, que vous voyez ici, la vieille ville ou cité ainsi nommée dans la réformation de 1455. Premier accroissement appelé Villeneuve, dans la même réformation de 1455. Encore, elle, pour le second accroissement. Et puis, on a encore la mention de cela un peu plus tard. Voilà. Et puis, on voit bien aussi que de fil en aiguille, on voit qu'il y a un certain nombre de sources qui émergent. Hein. Donc, visiblement, le plan est fondé sur des sources archivistiques et notamment, en particulier, sur une trame probable, possible, qui serait cette réformation de 1455. Alors, bon connaisseur de cette réformation de 1455, à laquelle il a consacré de très nombreux travaux, Mathieu Le Boulch note au sujet du plan Évin que celui-ci, je cite, est le premier plan parcellaire de la ville, hein, je le remets, vous voyez, c'est des petits carrés, des petits rectangles, et qu'il constitue, dit-il, la dernière étape avant l'avènement des plans géométriques du XVIIIe siècle. Il le qualifie de plan hybride, qui, dit-il, ne correspond à aucune réalité historique, je le trouve peut-être un brin sévère, où, dit-il, se mêle un état de la ville de la fin du XVIIe siècle et le tracé restitué des enceintes urbaines telles qu'elles existaient au XVe siècle. Et donc, une remarque, ce que je vous disais, c'est que le plan progresse de manière logique en sectorisant les quartiers de la ville en fonction de leur ancienneté, de la cité à la nouvelle ville. Alors, comme le note donc Mathieu Le Boulch, hein, l'avocat, membre de la communauté de ville qu'il était, n'a pas eu peine à recourir à de la documentation, et y compris aux archives municipales. Et dans le fonds Évin, en 1F27, on trouve quelques mentions, à quelques notes relatives à ces questions qui peuvent faire penser qu'elles pourraient être reliées à la réalisation de ce plan. Alors, on note aussi parmi les partis pris graphiques des choses un peu étonnantes, comme ici, vous voyez par exemple, vous avez l'hôtel de Marbeuf à Rennes. Vous le voyez ici représenté avec le même parti pris graphique de mettre des petits rectangles bout à bout. Cet édifice date des années 1640-50, il a cette forme-là. On ne voit pas très bien au nom de quoi Évin l'a séparé en un tas de petits rectangles, alors que c'est un édifice parfaitement cohérent et qui n'a guère bougé depuis. Donc là, il y a des choses qui nous échappent assez largement. Par ailleurs, on peut se demander si Évin ne s'est pas peu ou prou servi du plan Tassin. Alors évidemment, rien ne ressemble plus à un plan qu'à un autre, hein, donc c'est toujours difficile d'aller très loin dans cette direction. Mais je me suis amusé à
retourné le plan Evin pour voir si ça pouvait correspondre. Alors ça correspond à peu près, mais pas complètement. J'ai mis du coup le plan Tassin orienté au nord pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne globalement assez bien, notamment dans l'écrasement de la basse ville, qui est assez manifeste. En revanche, vous voyez, la cathédrale ici n'est pas orientée de la même façon. Mais il faudrait peut-être rectifier par rapport, prendre une boussole et rectifier pour mettre vraiment dans l'axe. Mais il y a quand même une parenté, et on ne peut exclure que, comme ça se fait souvent, le vieux plan Tassin est servi de trame au plan Evin. Alors, à défaut de précision géographique totale, la dimension historique du plan est claire, et on le voit à quelques mentions dans la légende. On commence ici par les portes mordelaises, où on rappelle l'existence d'une inscription gravée dans la pierre, qui remonterait à l'empereur Gordien. On voit aussi la mention à l'ancienne motte et château de Rennes. Il y a à Rennes, les Nantais ne le savent que trop, il n'y a pas de château à Rennes, il n'y a plus de château, mais Evin se charge de nous rappeler que château il y eut. On parle de cette ancienne poterne par laquelle, en l'an 1556, pendant le siège de Vienne, par les Anglais, le sire de Penouet, capitaine de Rennes, fit entrer des pourceaux dans la ville, une histoire très connue et très célèbre. On en parle aussi de traces quasi archéologiques, porte de Saint-Germain, autrefois troisième de la ville, maintenant démolie, ne restant qu'un pont. Rue d'Orléans, ainsi nommée par le comte de Béthune, etc. C'est une des principales opérations d'urbanisme du début du XVIIe que cette rue, cette traversante urbaine, à l'échelle de l'époque. Porte de Vilaine, quatrième porte, dont il ne reste que le pont. Et puis, bien sûr, palais, qui n'est pas du Parlement, on verra pourquoi. Commencé, dit-il, en 1626 et achevé en 1655. On parle aussi de la rue Traversine, avec une évocation d'un don aux paroissiens par le roi Louis XII et la reine Anne, par exemple. Donc on a un certain nombre de références qui montrent que ce plan est un plan historique, en plus du fait qu'il est structuré autour de cette notion d'extension de la ville à travers le temps, à travers ses murailles, telles qu'elles se développent au XVe siècle. Certaines mentions de la légende permettent d'avancer sur la datation. Vous avez ici place aux arbalétriers, dont la partie antérieure vers la place fut arrentée en 1575, et la dernière l'a été en 1664. Donc là, c'est une date intéressante. Poterne du Palais, en bas, dans la même diapositive. Poterne du Palais, ouvert depuis 50 ans. Alors là, c'est un vrai problème, parce que si on regarde les travaux des érudits sur l'histoire de cette poterne, elle aurait été ouverte en 1667. Donc 1667 plus 50 ans, ça nous mène en 1717. Bon, donc là, ça colle pas, on est trop loin. Mais dans une version B du plan, sur laquelle je reviendrai dans un instant, en fait, c'est rectifié, et c'est en fait 20 ans. Et donc, quand on fait 1667 plus 20, on est en 1687, et on va voir dans un instant que ça correspondrait beaucoup mieux. Il y a aussi l'allusion, vous le voyez en dessous, à la nouvelle poterne dite de Chaulnes, ouverte en 1627. Alors 1627, c'est un vrai problème parce que c'est une référence évidente au duc de Chaulnes qui a été en fonction à Rennes et en Bretagne à partir de 1667 à 1695, donc ça ne colle pas. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on a souvent dit que ce plan datait de vers 1667, parfois c'est probablement en raison de cette allusion au duc de Chaulnes. Alors la date de 1627 ne correspond pas, mais dans une version publiée, dans une version de ce fameux plan B que je vais évoquer tout à l'heure, mais j'ai eu du mal à voir parce qu'il n'en existe pas de version numérique disponible encore aujourd'hui, et bien dont sont servis les chercheurs de l'inventaire sous la houlette d'Isabelle Barbedor, et bien en fait on voit qu'en fait ce serait 1677, donc ça collerait davantage avec le duc de Chaulnes. Donc là, les incohérences sont limitées et l'auteur ne signe pas son travail, mais on a quand même l'emplacement arrenté au sieur Evin pour faire des écuries. C'est la mention à l'auteur. Et là, vous les retrouvez, ces écuries, ici, le long des murailles, près de la porte mordelaise, sachant que l'hôtel dit du Mollan n'est pas mentionné comme tel, mais à la différence de l'hôtel de Marbeuf de tout à l'heure, il est bien représenté avec son plan tel qu'il existe. Là, on voit bien qu'il y a une masse et le plan, l'hôtel particulier construit par Evin, même s'il n'y demeura point, est bien lui représenté. Donc on a des petits détails qui nous mettent sur la piste de l'auteur. Alors à ce stade, ceci dit, on n'a pas d'auteur. On dit que c'est le plan Evin, mais en fait, là, pour l'instant, rien ne dit que c'est Evin ou quelqu'un d'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement de s'intéresser à cette deuxième version du plan, dont je n'ai pas trouvé donc de reproduction numérique, et qui comporte notamment, et ça nous alerte d'emblée, une légende beaucoup plus importante sur la quatrième partie du texte, c'est-à-dire tout ce qui, dans la légende, renvoie aux abords extramuros de la ville. Et vous là, vous voyez sur le parti d'un côté c'est assez court et de l'autre c'est assez long. Donc c'est beaucoup plus développé. Et puis surtout ce que l'on voit à la fin, c'est qu'on a à Rennes, chez Mathurin Denis, imprimeur et libraire,
rue Saint-Germain. Donc on a là une mention extrêmement intéressante. Il y a encore plus intéressant quand on compare les deux versions. Alors pardon pour le... Voilà, j'ai sur les travaux de l'inventaire essayé de zoomer au maximum avec mon téléphone portable comme j'ai pu, mais ça n'a pas été évident. Mais vous voyez, dans la version A, on a par exemple, et je le disais tout à l'heure, place de la butte aux arbalétriers, dont la partie antérieure vers la place fut arrêtée en 1575 et la dernière l'a été en 1664. La version B dit ceci, il est exactement la même chose, et rajoute simplement « c'est un des principaux chefs du procès ». Alors, de quoi est-il question, hein? Et vous avez deux petites échoppes dans un recoin qui sont mentionnées. Petites échoppes qui, semble-t-il, existent toujours. Hein, du côté, c'est très belle photographie. Vous avez ici, sur le plan E20, avec les deux petites échoppes E, ici, et qui sont ici. Donc, en fait, on a l'impression, et on va le voir, qu'il y a quelque chose à gratter de ce côté-là. Quand on reprend la légende de la version B, il n'y a pas, dans la version A dont je parlais, il n'y a pas de mention à un éventuel procès. Mais dans la version B, il y en a plein. Je reprends ici le facsimilé reproduit par Paul Banéa, et je vois que nous avons donc, dès la vieille ville, un des chefs du procès. Plus loin, nous avons quelque chose qui évoque un autre chef de la demande. Beaucoup plus loin, nous avons un des principaux chefs du procès. Deux petites échoppes dans un recoin qui sont un des chefs du procès. Et on continue également dans la partie extérieure, où là c'est un quasi-jet continu, et on comprend peut-être qu'il y a un lien entre l'extension de la légende sur les parties extérieures et cette histoire de procès, chef du procès, disputant, droit d'arrenter, tout ça semble renvoyer de parties place à renter mais non contestée, etc. On a l'impression qu'il y a un sujet et que le plan se rattache à un procès. D'ailleurs, quand on cartographie ces points de friction que j'évoquais ici, qui sont ici soulignés en rouge, quand on les cartographie, eh bien, ils ont tous pour point commun de concerner des espaces qui relèvent des murailles ou de leurs abords proches, portes vaines et vagues, etc., ponts dormants et autres, boulevards, etc. Donc on est sur les domaines. Et donc là, on comprend finalement que l'intérêt historique du plan ne doit pas masquer l'intérêt judiciaire de ce plan, qui manifestement, et l'intérêt de Pierre Évin pour les murailles, s'inscrit probablement dans une contestation liée à ces dites murailles, qui apparaît très nettement, et d'ailleurs il faut sans doute saluer ici le travail qu'il a mené, car il a fallu, donc c'est un plan historique, mais qui a mené un travail dans les archives, mais le tracé des murailles, notamment au sein du tissu urbain, je pense en particulier entre la zone A et la zone B, relève un travail, alors sans doute pour une part d'imagination, mais quand même de prospective, sans doute assez intéressante, et quelqu'un qui s'est sans doute promené dans les rues. Bref. Comment en savoir plus? Eh bien, grâce à Georges Martin, dont on évoquait tout à l'heure la mention, eh bien, on va aux archives municipales, et dans les archives municipales, eh bien, on a la clé du problème. Nous allons dans les registres de délibération de la ville de Rennes à la date du 20 mars 1687. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord la mention du sieur Mathurin Denis, imprimeur, qui se fait payer pour son travail. Et l'on découvre qu'en fait, on est dans une affaire qui touche un procès autour des droits domaniaux, qui met en scène un certain sieur des Grassières, c'est ça, que Xavier connaît bien. On voit aussi que ce plan donc a été imprimé. On voit aussi il est question beaucoup d'un procès verbal de 1657, qui serait important, qui serait un moment important dans ces décisions de justice. Et cette date de 1657 apparaît dans la légende d'ailleurs. C'est quelque chose que l'on retrouve. Et puis, on voit que le plan, il est bien d'Évin, puisque la municipalité remercie Évin pour ce plan qu'il a fait réaliser à l'occasion de ce procès. On parle bien du plan de la dite ville, attaché et servant aux écrits, et on parle même du graveur, un Messan, qui a été repéré aussi par Bourg-de-la-Rogerie dans son fichier, mais qui n'est connu, semble-t-il, par celui-ci que par ce travail, qui n'a pas signé son travail. Donc on a le libraire imprimeur, on a le graveur, on a le commanditaire, et on sait pourquoi il l'a fait. Donc on a clairement quelque chose, et puis on en parle encore dans la délibération suivante du 10 avril, où Évin dit qu'il refuse le cadeau qui lui est fait en remerciement, et dit qu'il est tout à la communauté, à son service, et donc il fait ça par pure abnégation et sens du service public.
Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut savoir, vous avez ça ici. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce procès? C'est un peu compliqué, hein, il faudrait trouver, je me tourne un petit peu ici vers Xavier, j'espère qu'il me trouvera peut-être des pistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques années, flairant l'affaire, j'avais demandé et proposé à un étudiant de master, Pierre Levanier, d'étudier la place du Champ-Jacquet, en disant cette histoire d'échoppe, là, il y a peut-être quelque chose à gratter. Et de fait, Pierre Levanier a trouvé des choses aux archives municipales en série DD, et notamment un texte de novembre 1687 qui est un appel devant le Parlement. Donc on est toujours dans l'année 1787, pas le même mois, il manque des pièces au puzzle, mais on voit bien qu'on s'en approche, et ça ne concerne que la place du Champ-Jacquet, dans lequel on voit que l'enjeu, c'est la possession des murailles liées à la construction, qui finalement est propriétaire et qui peut percevoir des droits sur les espaces qui ont été achetés par la municipalité à l'occasion de la construction des murailles. Et donc le plan est un document pédagogique à l'appui de ce procès, de cette démonstration. Le plan est est clairement l'enfant du procès. Alors, doit-on pour autant définitivement nier à ce plan toute intentionnalité historique ? Toute intentionnalité d'historien, si on préfère. Aller jusque-là serait peut-être un peu audacieux, c'est peut-être un plan qui est hybride. On a vu dans la légende du plan que l'homme est sensible à l'histoire, même si ce n'est pas au point d'intégrer à son propos les travaux sur l'abbaye Saint-Melaine, qui sont un peu loin, même si là, ce sont les armoiries de Rennes qui viennent écraser l'abbaye Saint-Melaine. Et reste finalement une piste. En les relisant, je me suis de nouveau demandé si les petites antiquités de la ville de Rennes, opuscule publié en 1687, anonymement, ne pouvaient être l'œuvre des vins. Je m'étais déjà posé la question lorsque j'avais publié dans les mélanges offerts à feu Xavier Ferrieux, j'avais évoqué la piste des vins. En relisant, je me suis dit que finalement, cette piste que j'avais un petit peu laissée de côté, j'y crois un peu plus maintenant, sans être totalement convaincu, car ces antiquités de la ville de Rennes de 1687 accordent, alors, parlent de plein de choses. Il y a des considérations religieuses, il est question des Turcs, d'hérésie de l'époque du Bas-Empire, donc plein de choses tout à fait passionnantes, mais on parle aussi beaucoup des murailles, qui sont centrales dans le propos, c'est 1687. On parle des places vaines et vagues données par le roi, et on a même l'impression, ce qui pourrait pousser aussi vers l'idée qu'il s'agirait de Pierre Évin, c'est qu'on a aussi un clin d'œil appuyé à la grandeur du monarque qui fait indiscutablement penser au décor de l'hôtel du Molan. Alors c'est vrai que j'hésite encore pour plusieurs raisons, rien sur l'hôtel de ville, rien sur le Parlement, mais je rappelle quand même qu'en 1687, le Parlement est à Vannes, et c'est peut-être pas forcément évident d'en parler, et c'est peut-être un des paradoxes de ce plan, je vais y revenir dans un instant. Rien sur Saint-Melaine. Je manque aussi de connaissances sur l'auteur, l'écrivain Évin, pour savoir si c'est sa patte qui peut écrire cela. Je trouve parfois qu'il y a une approche qui manque, sinon de rigueur, du moins parfois de cohérence. Ça part parfois un peu dans tous les sens. Les antiquités de la ville de Rennes, les choses sur Mahomet, tout ça, bon, c'est pas très central, mais est-ce qu'Évin était comme ça? Je ne sais pas. Si on me montre que oui, ça donnerait des arguments pour attribuer, donc pour faire correspondre ces deux documents, ces petits opuscules, qui, soit dit en passant, seraient, dans sa modestie, le premier livre d'histoire de Rennes publié. Et le premier livre d'histoire de Rennes publié. Alors c'est un opuscule, hein, mais quand même, il faut le mentionner. Alors, et puis, dernier point qui permet peut-être de relier les deux, alors ça fait pas, je reconnais que c'est l'argument à plus qu'une part de faiblesse, c'est que le plan est anonyme, ces antiquités de Rennes sont anonymes. Et donc, je me suis demandé s'il n'y avait peut-être pas là un point commun sur lequel je vais insister maintenant en conclusion. Les pièces, donc ces plans, car finalement il y en a deux, apparaissent effectivement comme plus judiciaires qu'historiques. Et donc à leur égard, j'émettrais finalement une hypothèse. Celui que j'ai appelé le A serait en fait le second. Peut-être que le B est en fait le premier, celui qui a été fait à des fins judiciaires, à des fins la communauté de ville en avait besoin. Alors, le problème, c'est qu'on le vend. Hein, on le vend chez un libraire, donc ça ne colle pas vraiment. Et peut-être que celui que j'appelle le A, qui est dénué, qui est le même, mais qui est dénué de toute allusion au procès, serait quelque chose fait plus tard, après, je ne sais pas quand, et qui du coup serait
dans une perspective plus historique et qui dirait plus le Évin historien. Le paradoxe, hein, c'est que le premier donc, dit qu'on peut être vendu, alors le second aurait-il été offert dans une perspective un peu évergétique, je ne sais pas. L'autre paradoxe, c'est que on a un plan sans auteur d'une ville sans parlement, qui du coup constitue l'exact contraire du plan, parlons ainsi, de d'Argentré, qui lui est un plan dans lequel la famille d'Argentré s'affiche, et qui, lui, n'a pas le Parlement à montrer, mais qui dit qu'il y est. Hein, voilà. Alors que là, on ne parle que de palais. Hein. Évidemment, le Parlement est aveugle. Et on a donc avec les d'Argentré, avec une forme d'affirmation publique de la grandeur de la famille en rapport avec la ville, qu'on ne trouve pas chez les Évins. Et donc, à cet égard, Évin apparaît bien comme le rival d'Argentré, mais il est aussi son prédécesseur dans le plan. Mais de manière un peu déséquilibrée. Dans un cas, on a les d'Argentré qui sont très visibles, et puis les Évins qui se cachent. Et donc je me suis demandé si ce n'était pas une clé un peu psychologique, pardonnez-moi, pour comprendre ce personnage, peut-être une posture modeste, discrète, un peu comme pour son hôtel, qui est à la fois sa gloire et dans laquelle il ne demeura point. Peut-être aussi comme ses antiquités, si on les lui attribue, qui serait à la fois la première histoire de reine publiée, mais qui le serait anonymement, comme une expression de modestie, de fausse modestie peut-être, nourrie d'un idéal d'honnête homme, et de la claire conscience aussi peut-être que l'avocat qu'il est ne peut se permettre de jouer les évergettes à la manière des grands seigneurs du Parlement. Surtout peut-être pour une ville qui à l'époque est une ville punie. Ville punie, certes, mais point commun entre les deux plans, néanmoins capitale, affirmation que l'on trouve sur les deux plans, et qui font qu'au moins là-dessus, les d'Argentré et Évin étaient d'accord. Je vous remercie.